J'ai reçu durant l'été, dans le monde réel, Paul-Marie Couteau pour retracer avec lui les origines de son combat politique. Nous vous avions donné rendez-vous à la rentrée pour continuer ces échanges. C'est aujourd'hui chose faite et une promesse tenue. Paul-Marie Couteau est l'inventeur en France du concept de souverainisme, subtile notion mêlant souveraineté nationale et populaire, arme de combat contre les visées d'une Europe intégrée, prison des peuples, destructrice de la souveraineté des nations. La belle idée souverainiste fut d'abord incarnée par les mousquetaires du nom à Maastricht, Villiers, Pasqua, Seguin, Chevènement, Garot. Elle fut ensuite captée par le Rassemblement national de Marine Le Pen. Cette dernière, pour espérer arriver au pouvoir un jour, croit devoir aujourd'hui s'en débarrasser. Et si c'était là une chance pour le renouveau du souverainisme en France? Et à qui d'autre le demander, si c'était à celui qui l'a porté à l'origine sur les fonds baptismaux, à savoir Paul-Marie Couteau. Vous êtes dans le monde réel sur Géopolitique Profonde et on commence tout de suite après ça. Chers internautes, vous êtes dans le monde réel, revue de rentrée. C'est la rentrée pour tout le monde, de Géopolitique Profonde, avec une multitude d'articles. Tiens, on va parler un peu des articles économiques cette fois-ci. Que ce soit, y a-t-il une alternative finalement à l'empire financier? C'est la question que pose dans cette revue Franck Pengam. Andy Bussaglia, durant l'été, avait vu juste sur la casse économique considérable sur le plan macro, mais aussi microéconomique en France, avec toutes ces entreprises aujourd'hui qui déposent le bilan. Voilà, si vous voulez approfondir toutes les notions qui sont développées dans ces émissions, émissions de plateau, matinales, émissions du monde réel, n'hésitez pas, abonnez-vous à Géopolitique Profonde. Allez, je me tourne tout de suite vers, et c'est un véritable régal à chaque fois que de pouvoir échanger avec Paul-Marie Couteau. Bienvenue dans ce monde réel. Bonsoir Nicolas, bonsoir. Donc durant cet été, on avait un petit peu évoqué les origines de ton engagement, comment tu étais arrivé petit à petit à imposer ce thème, parce que ce thème, il a fallu l'imposer, ça ne s'est pas imposé comme ça. Ça oui. En fait, je ne suis pas du tout l'inventeur. Je ne l'ai ni inventé ni porté. Je l'ai importé. Oui, ça, non mais bien sûr, tu l'as acclimaté. Que j'étais très militant de la francophonie. Ouais. Oui, c'est ça. Et au début des années 90, je vivais à New York. Il était très facile de prendre un ticket, comme on dit, à New York et d'aller à Montréal pour passer la fin de semaine. Comme on dit à Montréal, et non pas le week-end, la fin de semaine. Et la fin de semaine. Et aussi à Radio Courtoisie, sur Radio Courtoisie, on dit fin de semaine. Mais il faudrait dire tout le temps, partout, en France, enfin, en tous les cas. Francophonie, fin de semaine. Bref. Et j'avais déjà, moi, comme militant de la francophonie, noué beaucoup de relations avec les Québécois, et c'est comme ça que je les ai entendus utiliser le mot souverainisme, et ça tombait bien parce que pendant la campagne de Maastricht, parce que nous écrivons Maastricht, nous autres souverainistes, et non pas Maastricht. Oui, parce qu'il y a deux A déjà pour commencer. Bref, c'est un repère un peu. J'étais horripilé d'entendre les défenseurs du non, qui étaient vraiment insultés en réalité. Les porte-parole, les mousquetaires dont vous avez parlé, enfin, les mousquetaires plus Marie-France Garot. Oui, c'est ça. Qui était le chef de la bande, de toute façon. De fait. Oui, c'est vrai, elle inspirait tout le monde. Utiliser alors les mots de nationaliste, il faudrait le réviser, le mot nationalisme, il n'est pas... Nationalisme, ça peut être la pensée d'un monde en ordre, organisé, entre nations souveraines qui coopèrent entre elles. Tout le monde connaît la tarte à la crème, le patriotisme et l'amour de son pays, le nationalisme, la haine des autres, mais ça, c'est vraiment la tarte à la crème. Il faut faire attention au mot, oui, c'est ça. Le mot, avant de redresser le mot nationalisme, on aura du travail. Donc je pensais qu'il ne fallait pas utiliser ce nom qui nous avait fait du mal. Anti-européen, ça ne veut pas dire grand-chose, anti-européen. L'Europe, la France, je suis partisan de la sortie de l'Union européenne, mais justement de la réintégration dans le continent européen, dans sa civilisation. Bien sûr.
anti-européen était encore pire, parce que vraiment, c'était une façon de nous stigmatiser. C'est toujours le côté anti, on avait connu ça avec la Nouvelle-Calédonie, anti-indépendantiste, on sentait bien que c'était très orienté. Il ne fallait pas tomber dans le piège des mots, et comme j'avais le mot souverainiste dans les oreilles, à mon retour de New York, je crois que je vous avais raconté ça, devenant la plume une des deux plumes, il y avait aussi Nicolas Bavrez, qui était sur une autre ligne, il faut dire, de Philippe Séguin, je glissais ça dans les discours. Alors de temps en temps, il l'a utilisé, mais il me disait, vous savez, ça passera pas votre mot, c'est trop compliqué. Ouais. Il y avait toujours des objections. Le cher Nicolas Dupont-Aignan a, lui, très vite compris ce que ça voulait dire, mais il me disait, mais ça fait royaliste, il y a souverain. Je ne suis pas surpris. C'est étonnant, hein, qu'on ait pu dire cela. Aujourd'hui, oui. Mais c'est ce qu'il me disait dans les années 90. Et j'ai fréquenté d'autant plus que je faisais partie de son cercle, qui n'était pas à l'époque un parti politique, DLR, Debout la République. Ensuite, Chevènement, je crois, ne l'a jamais utilisé, pourtant j'ai essayé de le glisser de temps en temps quand j'ai fait sa campagne en 2002. Il n'y a guère que Charles Pasqua, mezzo voce, Abitbol, qui m'aidait à le mettre dans la bouche de William Abitbol. Qui était député européen, tout comme vous. Qui était l'âme damnée de Pasqua, disparu hélas. Il était derrière, bien sûr, entre autres, Demain la France. Et glisser le mot. Et c'est d'ailleurs avec lui que j'avais réussi, on avait réussi grâce à lui, il faut dire, à publier un grand article dont l'accroche était en page 1 du Monde en 99, après le succès de la liste Pasqua-Villiers. Souverainisme, j'écris ton nom. À ce moment-là, le mot a commencé à prendre pied, mais il a pris plus d'ampleur, je dois dire, avec un homme que je veux citer, parce que lui a tout de suite chevauché, on peut dire le mot, dont j'ai été très proche pendant longtemps, dont je suis aussi très proche et grand admirateur, c'est Philippe de Villiers. Alors là, Philippe de Villiers a beaucoup utilisé le mot et l'a fait entrer, alors évidemment en lui donnant sa couleur propre. Justement, le côté royaliste, alors. Et ça fait revenir... Non, mais c'est intéressant, parce qu'on ne peut pas... Je crois que Philippe Murer, vous le disiez hier, si j'ai bien compris. Oui, nous l'avons eu hier. Je crois qu'on ne peut pas... Oui, je suis assidu. On ne peut pas... Philippe Murer a tout à fait raison de dire ça. On ne peut pas penser le souverainisme, parce que finalement, on ne l'a pas pensé assez. Mais enfin, il est en train d'émerger, le souverainisme. C'est le mot du 21e siècle. Je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit souvent, parce que vous allez me taquiner. Le souverainisme sera au 21e siècle ce que le gaullisme fut au 20e. C'est-à-dire, en tout cas, vous l'avez dit, moi je vous l'ai entendu en parler au 20e siècle. C'est ça qui n'est pas commun. Dans les années 90. Mais c'est bien de référer à Philippe de Villiers et à sa tradition propre, parce que comme le disait Philippe Murer, qui pourtant, lui, vient plutôt de la gauche, il faut se référer à l'histoire de France pour comprendre ce que cela veut dire. Et c'est dans les gènes de Philippe de Villiers, la tradition. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait pris ce mot-là. D'ailleurs, l'Action française, Pierre Pugeot aussi, l'a beaucoup utilisé, dans un secteur de l'opinion, hélas, un peu plus limité. Parce que, encore une fois, qu'est-ce que c'est le souverainisme? C'est un système, et je crois qu'on l'a pas... J'aurais dû... Je faisais référence à cet article du Monde de septembre 99. Après cette étonnante victoire aux Européennes, les souverainistes, comme on a commencé à dire, avaient obtenu 13 sièges, c'est-à-dire plus de sièges que la liste dissidente avait eu plus de sièges que la liste du RPR de l'époque, menée par l'ineffable Sarkozy. Bon, et donc ça avait fait un petit peu de mousse, et un éditeur m'avait demandé de faire un livre sur le souverainisme. J'ai dit non, pas tant par paresse, encore que maintenant je le regrette, que pour ne pas figer le mot. Je voulais pas trop... je voulais que chacun s'y retrouve. Et à l'époque, j'avais encore des illusions que je n'ai pas tout à fait perdues, mais qui sont souvent déçues, de trouver des souverainistes à gauche. Mais enfin, on les cherche, les souverainistes des deux rives. Parce que ça serait bien... Mais oui, mais c'est normal, ça serait normal qu'il y ait des souverainistes à gauche. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? C'est la volonté d'être maître chez soi. Et tous les gens qui font de la politique, qu'ils soient à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, ou même au centre, devraient, s'ils prennent la politique au sérieux, faire en sorte qu'elle ait son autonomie propre.
Parce que si le pays perd sa souveraineté, plus aucun homme politique ne parle pour dire quelque chose, ou il parle pour parler. Quand vous parliez du souverainisme des deux rives, vous parliez de la rive droite et de la rive gauche de Paris, de la Seine, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de souverainistes à Paris. Je ne croyais pas si bien dire, sinon on a le temps. Mais d'ailleurs, je le prends en 30 secondes, parce que ça, c'est l'histoire de France. Figurez-vous, mon cher Nicolas, que j'ai découvert grâce à un architecte qui m'a envoyé un article un jour formidable, très érudit, qui est dans la revue que je dirige, pour publier dans la revue que je dirige, Le Nouveau Conservateur, un article très étonnant me disant que la rive gauche de la Seine a été, au fond, le creuset de la gauche. Pourquoi ? Et oui, pourquoi ? C'était le quartier latin. C'est devenu, après l'invention de l'imprimerie, le quartier des imprimeurs, puis des éditeurs, puis de l'Académie française, d'ailleurs. Oui. Et c'est justement lors de ce fameux discours sur les modernes, je crois que c'est 1685, quelque chose comme ça. Oui. Le discours de... Sur les anciens et les modernes, oui. C'était plutôt sur la rive gauche que bouillonnaient les idées nouvelles, vous comprenez ? Oui. La rive droite, c'était la rive de l'ordre, le Louvre, l'argent, les bourses de commerce. Et il y avait déjà institué dès le XVIe, XVIIe siècle une dichotomie dans l'imaginaire parisien entre la rive gauche, qui était celle du mouvement, qui incarnait le mouvement, et la rive droite, qui incarnait plutôt l'ordre. Ce qui est amusant, c'est quand même l'Élysée, rive droite, Assemblée nationale, rive gauche. Et Assemblée nationale, rive gauche. On poursuit, très bien. Alors l'Assemblée nationale est censée être plus démocratique, donc moins... Et vous savez ce que disait Georges Pompidou, qui avait dit, si un jour, je ne me rappelle plus à quelle occasion, il a dit, si je laisse le pouvoir passer l'autre rive de la Seine, rive gauche, il ne reviendra jamais. Il avait raison, parce que ça veut dire beaucoup de choses. En fait, c'est de toute façon la rive gauche qui a le pouvoir, parce que ce sont les idées qui mènent le monde, donc c'est la rive gauche. Bon. Mais c'est ambigu, parce que la rive gauche a longtemps été, on parlait des monarchistes, a longtemps été tenue, en tous les cas, le quartier latin dans les années 20 et 30 par l'Action française. C'est sûr. Y compris les grands pôles comme les bars et les restaurants réputés aujourd'hui de gauche, le Flore, et c'était le quartier. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.